Au plus profond des archives poussiéreuses de l'histoire agricole oubliée, gît une anomalie biologique qui terrifie les architectes du cartel chimique moderne, une faille vivante dans la matrice de l'économie industrielle qui ne devrait tout simplement pas exister. Nous ne sommes pas ici pour discuter d'une humble plante aquatique. Nous étudions une machine biologique qui viole les lois fondamentales de la rareté du marché. Imaginez un moteur silencieux et vert qui ne nécessite aucun combustible fossile, aucun réseau électrique et aucun abonnement mensuel, mais qui possède le pouvoir terrifiant d'imprimer la denrée agricole la plus précieuse du monde, directement à partir de l'air. C'est l'histoire de l'azola, la verte exponentielle, une plante si puissante qu'elle a été effectivement effacée du programme d'études modernes car elle menace de ruiner le monopole des engrais synthétiques. La physique de cette entité est aussi choquante qu'indéniable. Sous les bons paramètres, cet organisme ne se contente pas de croître. Il explose, doublant sa biomasse totale toutes les 72 heures. Laissez ce chiffre s'ancrer dans votre esprit. 3 jours. C'est une progression géométrique qui transforme une simple poignée en tonnes d'azote pure et organique en quelques semaines. Alors que les corporations mondiales ont dépensé des milliards pour convaincre le monde que l'azote, la sève même de notre sol, doit être acheté en sacs en plastique et synthétisé dans des usines toxiques, cette technologie ancienne leur prouve tranquillement le contraire depuis des millénaires. Elle extrait l'azote de l'atmosphère et le fixe dans la terre gratuitement. Ce n'est pas du jardinage, c'est un acte de rébellion économique. Nous sommes sur le point de décoder le plan qu'il ne voulait pas que vous trouviez, vous remettant les clés de la seule usine capable de fabriquer l'indépendance. Pour comprendre l'ampleur de cet effacement, il faut d'abord réaliser que cette technologie n'était pas seulement une astuce de jardinage. Elle était le fondement biologique des civilisations. Pendant plus de 1000 ans, avant que la première cheminée ne noircisse le ciel, les rizières d'Asie de l'Est étaient alimentées par un moteur silencieux et symbiotique. Les agriculteurs du Vietnam et de Chine vénérèrent cette plante, non pas comme une mauvaise herbe, mais comme le dieu de l'agriculture, une entité vivante qui leur permettait de cultiver le même sol pendant des siècles sans l'épuiser. C'était un système en circuit fermé, d'une élégante simplicité. La plante capturait le ciel, le riz consommait la plante, et la civilisation prospérait. Il n'y avait pas de chaîne d'approvisionnement, pas de droit d'importation, et certainement pas de facture mensuelle de conglomérats chimiques. Cependant, le début du XXe siècle a vu naître une découverte qui allait finalement condamner cette méthode autonome à l'ombre. En 1909, un chimiste allemand nommé Fritz Haber, aidé plus tard par Karl Bosch, a percé le secret de la synthèse de l'ammoniac à partir de l'azote atmosphérique, en utilisant une chaleur et une pression immenses. C'était un miracle scientifique, mais il s'accompagnait d'un pacte avec le diable. Le procédé Haber-Bosch n'a pas seulement créé des engrais, il a créé la première dépendance absolue du monde aux combustibles fossiles pour la production alimentaire. Soudain, la source de fertilité est passée du rythme biologique de la ferme à la production industrielle de l'usine. L'après-guerre a accéléré ce grand effacement avec une efficacité impitoyable. Sous la bannière de la Révolution verte, un récit calculé a été construit. Les géants de la pétrochimie, débordant de capacités de production excédentaires dues aux efforts de guerre, avaient besoin d'un nouveau marché. Ils l'ont trouvé dans le sol. Une vaste campagne de lobbying et de marketing a été lancée, présentant la fixation biologique de l'azote comme primitive, peu fiable et gourmande en main-d'œuvre. Pourquoi attendre que la nature fasse son travail quand on peut acheter des résultats immédiats dans un sac en plastique? Les universités agricoles, financées par ces titans émergents,
ont progressivement retiré l'azola de leur programme d'études. Elle n'a pas été réfutée par la science. Elle a été évincée par l'économie. L'agriculteur moderne a été formé pour être un consommateur de produits plutôt qu'un gestionnaire d'écosystèmes, rompant le lien ancien avec l'azote gratuit et enchaînant l'agriculture mondiale à la volatilité du marché pétrolier. Dépouillons le romantisme du jardinage et regardons directement la machinerie. Il n'y a pas de magie dans ces réservoirs d'eau, seulement de l'ingénierie biologique de haute précision qui opère à une échelle invisible à l'œil nu. Pour comprendre pourquoi cet organisme est une menace pour l'industrie pétrochimique, il faut d'abord comprendre le paradoxe de l'azote. Notre atmosphère est composée de 78% d'azote. Pourtant, il est inutile à la plupart des formes de vie. Les deux atomes d'azote sont liés par une triple liaison covalente, l'une des liaisons les plus fortes de la nature. Il est chimiquement inerte, une forteresse qui refuse de s'ouvrir. La solution industrielle, le procédé Haber-Bosch, brise cette forteresse avec une force brute, nécessitant des températures de 400 degrés Celsius et des pressions de 200 atmosphères, consommant d'énormes quantités de gaz naturel pour séparer les atomes. La plante Azola, cependant, emploie une stratégie beaucoup plus sophistiquée. Ce n'est pas un organisme unique, mais une superstructure symbiotique. À l'intérieur des cavités dorsales de ses feuilles, elle abrite un partenaire microscopique, la cyanobactérie Anabaena azolae. C'est la salle des machines. Tandis que la fougère fournit un micro-environnement protégé et des sucres dérivés de la photosynthèse, la cyanobactérie déploie une enzyme spécialisée appelée nitrogénase. Cette enzyme agit comme un scalpel moléculaire. Elle n'utilise pas de chaleur, elle utilise le transfert d'électrons. Voici la physique de la science invisible. L'enzyme nitrogénase facilite une réaction de réduction à température et pression ambiante. Elle capture l'azote atmosphérique, pompe des protons et des électrons et déstabilise systématiquement cette triple liaison jusqu'à ce qu'elle se rompe, convertissant le gaz inert en ammoniac, une forme d'azote biodisponible que les plantes peuvent immédiatement consommer. C'est un processus de conversion électrochimique entièrement alimenté par des photons solaires. Alors qu'une usine brûle des combustibles fossiles pour synthétiser de l'urée, cette colonie exécute une réaction de type fusion froide dans ses propres tissus, générant une densité nutritive qui défie la logique des modèles conventionnels d'entrée-sortie. C'est un panneau solaire auto-assemblant qui produit de l'engrais au lieu de l'électricité. Nous passons maintenant de la théorie à l'ingénierie. Pour activer cette exponentielle verte, vous ne pouvez pas simplement jeter la culture dans un seau et espérer le meilleur. Vous devez construire l'architecture environnementale, un ensemble précis de conditions physiques qui débloque la progression géométrique de la colonie. Considérez votre contenant d'eau non pas comme un étang décoratif, mais comme le châssis d'un moteur solaire. Si les paramètres sont mal alignés, la machine tournera au ralenti. S'ils sont correctement calibrés, elle dépassera votre capacité à la contenir. La première variable est le profil hydrodynamique. Cet organisme est strictement une entité de surface qui dépend de la tension de l'interface eau pour s'étendre. Il nécessite un environnement stagnant et calme. La turbulence est l'ennemi ici. L'action des vagues ou un fort courant fracture les tapis fragiles et imbriqués que la colonie construit pour stabiliser son microclimat local. Vous concevez pour une surface maximale, pas pour un volume. Un réacteur peu profond, idéalement de 15 à 30 cm de profondeur, est supérieur à un réservoir profond. La physique derrière cela est la dynamique thermique. Une masse d'eau peu profonde chauffe beaucoup plus rapidement sous le soleil du matin, amenant rapidement la température de l'eau dans la plage optimale de 20 degrés Celsius à 30 degrés Celsius, ce qui est le déclencheur métabolique pour que les enzymes nitrogénases commencent à fonctionner.
Cependant, le composant le plus critique est la clé de contact, que nous connaissons en chimie sous le nom de phosphore. C'est là que la plupart des tentatives échouent. Bien que la plante possède le super pouvoir d'extraire l'azote du réservoir infini de l'atmosphère, elle ne peut pas synthétiser le phosphore ni le fer. Ce sont les facteurs limitants immuables définis par la loi du minimum de Liebig. Si le phosphore est absent, le moteur fixateur d'azote s'arrête immédiatement, quelle que soit la quantité de soleil ou d'eau disponible. Vous devez introduire une charge de départ, phosphate de roche dissous, farine d'os ou un ratio spécifique de fumier animal, pour combler cette lacune. Vous échangez essentiellement une poignée de minéraux bon marché contre un approvisionnement illimité d'azote de grande valeur. Enfin, vous devez surveiller le spectre de pH. La colonie est par nature acidophile, prospérant dans un environnement légèrement acide à neutre, spécifiquement entre 5,5 et 7,0. Ce n'est pas un détail trivial, c'est une nécessité chimique. Si l'eau devient trop alcaline, pH élevé, la solubilité du fer diminue de manière précipitée. Étant donné que l'enzyme nitrogénase, au cœur de ce processus, nécessite des atomes de fer pour conduire les électrons, un pH élevé coupe effectivement l'alimentation de toute l'opération. Vous recherchez cette fenêtre chimique spécifique où la résistance est la plus faible, permettant à la machinerie biologique de fonctionner à son régime maximal. L'initialisation de votre réacteur biologique commence non pas par une graine, mais par l'acquisition d'une culture mère, un échantillon vivant de la colonie qui conserve le lien symbiotique actif. Vous recherchez un inoculum, pas du matériel dormant. Une fois sécurisé, la première règle du protocole est la pureté de l'eau. Vous ne pouvez pas utiliser l'eau du robinet directement de la municipalité. Le chlore et les chloramines, ajoutés à l'eau de la ville, sont des armes chimiques, conçues spécifiquement pour stériliser les agents biologiques, et ils oblitéreront la bactérie Anabaena vivant à l'intérieur de la fougère, avant même que la réaction ne commence. Vous devez laisser votre eau reposer pendant au moins 24 heures pour dégazer le chlore, ou la filtrer agressivement, créant ainsi une ardoise liquide, morte, prête pour la vie. Une fois le milieu préparé et la clé de contact au phosphore dissoute, vous passez à l'inoculation. Ne commettez pas l'erreur d'amateur de disperser la culture trop finement sur une vaste surface. Cela expose les frondes individuelles à un rayonnement UV excessif et à un stress éolien avant qu'elles ne puissent établir un microclimat. Vous devez viser une densité de masse critique, environ 200 à 300 grammes de biomasse fraîche par mètre carré. Cette densité offre un support structurel et une ombre immédiate pour la colonne d'eau, supprimant les algues compétitives qui pourraient voler les nutriments que vous avez fournis. Considérez cela comme une greffe de peau. Vous avez besoin de suffisamment de tissu sain pour qu'il prenne et commence l'expansion. Les 72 à 96 premières heures constituent la phase de latence, une période de calme trompeur où la colonie recalibre sa machinerie cellulaire en fonction de la nouvelle densité et du pH spécifique de votre réacteur. Ne perturbez pas l'eau. N'ajoutez pas plus de nutriments, c'est le moment de plus grand risque. Si les frondes deviennent brun-rouille ou rouge, la colonie signale un stress, généralement dû au froid ou à une carence en phosphore. Mais si elle reste d'un vert vif et électrique, le moteur est en marche. Soudain, vous verrez le passage à la phase exponentielle. La croissance n'est plus linéaire, elle devient exponentielle. Les espaces à la surface de l'eau disparaîtront du jour au lendemain à mesure que la colonie commencera à doubler sa surface à une vitesse terrifiante, revendiquant agressivement chaque centimètre carré d'espace disponible. Nous sommes arrivés au paradoxe opérationnel de ce système. Pour maintenir le moteur en marche, vous devez constamment le dépouiller.
De nombreux cultivateurs commettent l'erreur fatale de traiter la colonie d'azola comme une décoration, admirant le tapis vert complet jusqu'à ce qu'il s'effondre inévitablement. Vous devez comprendre que cet organisme est conçu pour une expansion rapide, non pour la stase. Lorsque la surface de votre eau est couverte à 100%, la colonie commence à s'empiler sur elle-même, créant des tapis épais et multicouches. C'est l'effet de surpeuplement, et c'est le précurseur de l'effondrement. Les couches supérieures privent les couches inférieures de lumière solaire. Les frondes submergées meurent, se décomposent et aspirent l'oxygène de l'eau, transformant votre réacteur immaculé en un marais septique et anaérobie. Pour éviter ce suicide par surpopulation, vous devez devenir le prédateur. Le protocole de récolte est non négociable et mathématique. Une fois que la surface de l'eau est entièrement colonisée, vous devez récolter environ 1/3 de la biomasse tous les 3 à 4 jours. Ce n'est pas une simple collecte, c'est une réinitialisation du système qui force la colonie à rester en permanence bloquée dans sa phase logarithmique exponentielle. En créant un espace d'eau libre, vous déclenchez la réponse hormonale des plantes restantes à se précipiter pour combler le vide. Maintenant ainsi, la machinerie de fixation de l'azote a sa capacité maximale. Vous trompez essentiellement la plante pour la maintenir dans un état de régénération d'urgence perpétuelle, maximisant ainsi la production totale de biomasse par saison. Considérez maintenant l'intégration de ce minerai vert. Vous tenez une substance chimiquement distincte des déchets de jardin typiques. C'est un concentré riche en azote avec un rapport carbone-azote idéal pour une décomposition rapide. Vous pouvez l'incorporer directement dans le sol comme engrais vert, où il libère sa charge nutritive pendant des semaines, contrairement au choc violent, et riche en sel des nitrates synthétiques qui brûlent la microbiologie du sol. Alternativement, cette biomasse sert d'aliment riche en protéines pour le bétail, poulet, canard et poissons, remplaçant efficacement la farine de soja coûteuse et importée. Lorsque vous donnez cela aux animaux, puis que vous retournez leur fumier à la terre, ou même dans l'étang d'azola pour fournir du phosphore, vous avez réussi à boucler la boucle métabolique. Vous n'achetez plus la fertilité, vous la recyclez. Nous avons discuté de la biologie et de l'ingénierie, mais nous devons maintenant affronter les mathématiques froides et dures de la provocation économique. Dans le grand livre de comptes agricoles modernes, la fertilité est classée comme une dépense d'exploitation, une dette récurrente que vous devez payer au cartel chimique chaque saison. Vous achetez l'azote, vous le brûlez, puis vous l'achetez à nouveau. C'est un modèle d'abonnement conçu pour saigner les marges bénéficiaires du producteur indépendant. Cependant, lorsque vous activez un réacteur Azola, vous inversez fondamentalement l'équation comptable. Vous n'achetez plus un consommable, vous gérez un actif autoréplicable. Examinons les chiffres que les vendeurs d'engrais ignorent. Pour synthétiser 1 kg d'azote commercial, il faut l'équivalent énergétique de près de 2 litres de carburant diesel. Vous payez cette énergie dans le prix de chaque sac. En revanche, le coût opérationnel de la méthode biologique se limite à l'apport mineur de phosphore et au travail de récolte. Lorsque vous comparez les coûts des intrants au rendement, le retour sur investissement d'un système Azola bien géré n'est pas de 10% ou 20%. Il est astronomique. Un seul hectare de rizière, co-cultivé avec cette fougère, peut séquestrer suffisamment d'azote atmosphérique pour remplacer des centaines de dollars d'urée synthétique par saison, tout en supprimant les mauvaises herbes coûteuses et en éliminant le besoin d'herbicides. Vous ne faites pas seulement des économies sur les engrais, vous supprimez des catégories entières de frais généraux. De plus, des essais sur le terrain moderne, menés par des laboratoires d'agronomie indépendants, valident enfin ce que les anciens agriculteurs savaient instinctivement.
Des données récentes indiquent que la verte exponentielle ne se contente pas d'égaler le rendement de l'agriculture chimique conventionnelle. Dans les systèmes intégrés, elle le stabilise souvent. En libérant lentement les nutriments plutôt qu'en inondant le sol de sel, la plante prévient le cycle de boom et bust d'une croissance rapide suivie d'une faiblesse, ce qui donne des cultures plus résistantes aux ravageurs et au stress climatique. L'industrie appelle cela agriculture alternative pour la minimiser, mais les données prouvent qu'il s'agit simplement d'une économie supérieure. Vous êtes confronté à une dure réalité financière. Continuez à louer votre fertilité à un marché mondial volatile ou construire un capital biologique qui vous rapporte des dividendes tous les 3 jours. Le dossier est maintenant clos. Nous avons dépouillé les couches du marketing industriel pour révéler le moteur biologique qui vrombit sous la surface. Vous possédez maintenant le plan d'une technologie qui a été systématiquement marginalisée, non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle a trop bien réussi sans intermédiaire corporatif. La science est irréfutable. L'enzyme nitrogénase fonctionne. La progression géométrique est réelle et l'indépendance qu'elle offre est tangible. Cependant, la connaissance seule ne fait pas pousser les cultures. Nous sommes arrivés au carrefour final, inévitable, et la décision repose entièrement entre vos mains. Voici la provocation morale. Continuerez-vous à être un abonné passif du complexe pétrochimique lié à une chaîne d'approvisionnement qui monétise votre dépendance? Il est facile de se rendre au magasin, d'acheter un sac de cristaux bleus synthétiques et de les saupoudrer sur le sol. C'est une transaction de commodité qui ne demande aucune compréhension, aucune relation avec la terre et aucune autonomie. C'est le chemin du consommateur. Ou bien, assumerez-vous le rôle de producteur? Cultiver cet organisme exige de l'attention, de la patience et une volonté de s'engager avec la vitalité complexe et parfois désordonnée d'un système vivant. Ce n'est pas un produit que vous achetez, c'est une compétence que vous maîtrisez. Cultiver cette plante, c'est faire une déclaration silencieuse, mais radicale. C'est affirmer que vous refusez d'accepter le récit selon lequel la fertilité doit être importée, emballée dans du plastique et marquée d'un code-barre. En réactivant cette technologie perdue dans votre propre jardin, vous ne faites pas seulement des économies sur l'engrais. Vous récupérez un fragment de l'autosuffisance qui a été volé à l'agriculture moderne. La verte exponentielle vous attend. La chimie est prête à s'activer. Le soleil est levé. La seule variable manquante dans cette équation est votre volonté de commencer.